Chers amis, chers collègues, bonjour. Merci de me recevoir au moins de façon virtuelle à Toulouse. Je vous parle donc de la thérapie photodynamique en ophtalmologie. L'ophtalmologie, c'est un milieu un petit peu fermé. On n'a pas accès aux images du pôle postérieur si on n'a pas un ophtalmoscope ou un appareil pour regarder le fond d'œil. Mais vous allez voir que l'histoire de la thérapie photodynamique en ophtalmologie est quand même intéressante. L'avènement de la PDT en ophtalmologie, c'est les années 2000, avec deux indications qui sont arrivées. D'abord les néovaisseaux rétrofovéaux de la DMLA, ensuite les néovaisseaux rétrofovéaux de la myopie forte. Par contre, vous savez probablement que depuis le milieu des années 2000, les anti-VEGF sont devenus le traitement de référence de ces néovaisseaux, et donc la PDT a quasiment été abandonnée pour ces indications. Néanmoins, il reste des indications résiduelles hors AMM de la PDT, ce qui fait tout l'intérêt de cette présentation. Peut-être quelques éléments sur l'anatomie de l'œil, avec, vous connaissez bien l'iris, le cristallin, puis plus en arrière, la rétine, avec la macula qui est la partie centrale. Alors on peut regarder un cliché du fond d'œil. Je suis désolé, je n'avais pas d'image normale ici, il s'agit de patients avec des macro-anévrismes, mais toute cette rétine périphérique sert surtout à voir les mouvements, et c'est cette partie centrale, donc on parle de la macula, la partie centrale de la macula, les 3 mm centraux. On va d'ailleurs augmenter un petit peu le grossissement sur cette petite zone. Alors on parle initialement c'était la macula lutea, la tache jaune, et on a abrévié rapidement en macula pour désigner donc cette partie centrale. Et la toute partie centrale de la partie centrale, c'est la foveola. On peut d'ailleurs figurer une coupe d'OCT, c'est un appareil qui permet de voir la rétine en coupe, le long de cette petite ligne blanche ici, avec donc la foveola, avec une forme d'entonnoir, et ce qu'on appelle la zone rétrofovéale en regard de la fovea. Ici, les photorécepteurs centraux sont responsables de l'acuité visuelle, donc les lésions rétrofovéales mettent en danger ces photorécepteurs et donc peuvent entraîner des baisses d'acuité visuelle. Dans la DMLA, on a deux lésions élémentaires principales, les drusen, des altérations pigmentaires qui vont d'ailleurs progressivement évoluer, peut-être quelquefois en quelques dizaines d'années, vers des plages d'atrophie. Et entre-temps, les patients pourront éventuellement faire des néovaisseaux, compliquant l'affaire. Ici, sur cette image, on a les drusen, vous voyez ces petites taches blanches qui sont sous la rétine, qu'on voit par transparence. Et ce patient a déjà des petites plages d'atrophie. Et la vision est conservée parce qu'il reste une petite zone de photorécepteurs centraux ici. On peut regarder une coupe d'OCT correspondante. On retrouve les drusen ici et là. Et on voit trop bien la choroïde à travers les altérations de l'épithélium pigmentaire, à travers ces plages d'atrophie. L'épithélium pigmentaire est responsable d'un équilibre entre les cytokines qui seraient pro-angiogènes et anti-angiogènes. Vous savez que le VEGF, c'est la principale cytokine pro-angiogène qui sera exprimée par l'épithélium pigmentaire, et on considère que dans la DMLA, il y a des stimuli sous la forme de l'inflammation, l'ischémie, qui déclenche une hyperexpression de VEGF qui lui-même va déclencher l'arrivée d'une néovascularisation. Par exemple, chez ce patient, on avait initialement quelques drusen qu'on retrouvait ici, et puis quelques mois plus tard, les choses ont évolué vers la formation de néovaisseaux, donc de vaisseaux nouvellement formés, avec leurs conséquences qui sont un petit œdème de la rétine et des liquides sous la rétine. Et ces lésions sous la rétine, les conséquences des vaisseaux, sont responsables de baisse d'acuité visuelle. Alors on revient en 2000 avec l'arrivée de la thérapie photodynamique en ophtalmologie. On utilisait la vertéporfine à dose de 6 mg par mètre carré, perfusée en 10 minutes. On utilisait ensuite une excitation par un laser du proche infrarouge pendant 83 secondes avec une fluence donc de 50 joules par centimètre carré. Il y avait une élimination rapide du colorant qui faisait probablement l'intérêt de la technique, c'est-à-dire que la demi-vie de la vertéporfine, c'est 24 heures, donc on proposait aux patients de prendre des précautions vis-à-vis de la lumière pendant 48 heures. La séance de traitement, vous voyez ici la lumière de la lampe à fente et le spot du laser infrarouge qui est figuré ici. On dépasse un petit peu la zone de traitement.
Le résultat était quand même assez mitigé. Vous voyez ici, il y a une baisse d'acuité visuelle qui est progressive, et le discours du fabricant, comme le discours des ophtalmologistes, c'était de dire aux patients qu'il y avait des baisses d'acuité visuelle, certes, mais qu'elles étaient moins importantes que si on n'avait pas fait de traitement. Plus, il y a des auteurs dès les années 2003 qui montraient que la PDT semblait majorer l'expression locale du VEGF, ce qui pouvait peut-être expliquer les récidives lors des traitements itératifs par PDT. Et puis tout a changé. En 2004, il y a eu le Macugène qui est arrivé, un premier anti-VEGF qui n'inhibait qu'une sous-unité du VEGF, c'est peut-être pour ça que ce n'était pas si efficace. Et puis en 2006, la sortie du Lucentis, accompagnée de celle de l'Avastin, le bevacizumab et l'aflibercept, l'Eylea, des anti-VEGF qui ont permis de diminuer efficacement la néovascularisation et de permettre d'avoir enfin des améliorations de l'acuité visuelle, comme on le voit sur cette courbe. Et à l'époque, les anti-VEGF étaient comparés au traitement de référence qui était la PDT, et vous voyez clairement la différence de résultats en termes d'acuité visuelle. Alors on pouvait parler à cette époque-là donc de la fin de la PDT en ophtalmologie, puisque les indications initiales de la PDT ont été remplacées par les anti-VEGF. Mais il s'est avéré que d'autres indications qui étaient mineures, qui ont remplacé, qui à l'époque étaient la choriorétinopathie sérose centrale, la vasculopathie polypoïdale choroïdienne, les hémangiomes choroïdiens, ces indications qui ont été développées par des ophtalmologistes, indications mineures qui sont devenues les indications principales actuellement de la PDT. Peut-être brièvement parler de ces trois pathologies. Donc la CRSC, choriorétinopathie sérose centrale, c'est une pathologie des veines choroïdiennes. Vous voyez ici, il y a une petite effraction au niveau de l'épithélium pigmentaire qu'on repère en angiographie. Ça correspond à cette petite zone-là. Il y a une dilatation des veines choroïdiennes et une certaine effusion à partir de la choroïde qui arrive au niveau de la rétine et qui fait baisser l'acuité visuelle. La pathologie évolue de façon spontanément favorable dans 95% des cas, mais il y a des rares formes chroniques. Alors ces formes peuvent être traitées par photocoagulation si le point de fuite est extrafovéal, comme chez le patient dont je vous ai montré les images il y a un instant. Et dans les autres cas, on peut utiliser la thérapie photodynamique. Et à nouveau, les indications de la PDT reposent sur des études pilotes dont les résultats ont été confirmés au fur et à mesure du temps. Une autre pathologie, les hémangiomes choroïdiens. Donc il s'agit là d'une tumeur bénigne, rare, caractérisée par des grands capillaires. C'est souvent une surprise heureuse quand on a affaire à un patient qui vient pour une tumeur. On craint une métastase ou un mélanome et on découvre qu'il s'agit d'une tumeur bénigne, un hémangiome choroïdien. Alors le traitement est possible par protonthérapie, mais cette protonthérapie doit être faite à Orsay ou à Nice, où il y a des accélérateurs de particules. Par contre, la mise en œuvre d'une PDT au cabinet est facile. Ici, une patiente qu'on avait eu l'occasion de voir, donc 26 ans, une baisse d'acuité à droite depuis une dizaine de jours. Et vous voyez en angiographie cette tumeur qui s'imprègne petit à petit. Et en OCT, si on fait cette coupe-là, on voit la perturbation de la fovea avec un décollement cérébro-rétinien, et la tumeur est ici. Alors vous voyez qu'il y a une certaine continuité entre la choroïde normale et la tumeur bénigne. Le même patient, après traitement, alors vous voyez, il reste un reliquat tumoral, mais qui ne gêne personne. Par contre, les phénomènes exudatifs sont résolus sous l'effet de la thérapie photodynamique. Enfin, troisième pathologie, les vasculopathies polypoïdales choroïdiennes, VPC. C'est une forme frontière de la DMLA, caractérisée par des soulèvements multiples de l'épithélium pigmentaire. L'aspect typique, c'est celui-ci, le soulèvement de l'épithélium pigmentaire, et puis le réseau vasculaire afférent, qu'on voit sous la forme d'un soulèvement irrégulier de l'épithélium pigmentaire. Souvent, c'est associé à des hémorragies, un soulèvement rétinien. Ici en angiographie ouverte de cyanine, les polypes sont clairement identifiés. Et vous voyez qu'on retrouve les polypes ici, ils apparaissent là au sommet du soulèvement de l'épithélium pigmentaire. Et l'image est assez concordante avec ce qu'ont publié certains auteurs, avec un réseau vasculaire afférent ici, un soulèvement de l'épithélium pigmentaire, et au sommet de ce soulèvement de l'épithélium pigmentaire, les lésions polypoïdales.
Alors là aussi, on pourrait faire un traitement par anti-VEGF pour diminuer l'exsudation. Ça semble fonctionner si la choroïde n'est pas épaissie. Par contre, dans les cas où on a un épaississement choroïdien, il semblerait que les anti-VEGF ne soient pas suffisamment efficaces. On a besoin de la PDT en plus pour tenter d'occlure les polypes. Alors, les indications sont un petit peu serrées suivant la topographie des polypes et suivant l'épaississement choroïdien éventuel. On peut dire un petit mot sur les protocoles de traitement. Alors initialement, donc la PDT standard, je vous rappelle, 6 mg par mètre carré de Visudyne, perfusion en 10 minutes, un intervalle de 5 minutes et une irradiation pendant 83 secondes pour obtenir une fluence de 50 joules par centimètre carré. Le protocole semble convenir aux hémangiomes choroïdiens, aux lésions de la polypoïdale de la VPC. Par contre, dans les CRSC, il y a eu quelques cas d'occlusion vasculaire qui ont été décrits au milieu des années 2000, un petit peu comme si le traitement dépassait son but. On avait des occlusions de la choroïde qui étaient associées à des baisses d'acuité visuelle. Alors, pour cette raison, la plupart des ophtalmologistes utilisent maintenant soit une demi-fluence, soit une demi-dose, soit les deux pour tenter de conserver l'effet thérapeutique, mais de diminuer le risque d'un effet secondaire. Donc vous voyez, en ophtalmologie, il y a une histoire qui est intéressante puisqu'on a eu un effort du fabricant pour le développement d'un médicament qui a été récompensé par une AMM, mais ce médicament n'est utilisé que pendant 5 ans puisqu'il y a des traitements plus efficaces qui ont été développés par la suite. C'est vrai que les inconvénients notables de la PDT, c'était la courbe d'acuité visuelle très mitigée des patients et l'expression locale du VEGF qui expliquait la récidive. Par contre, il y a des indications hors AMM qui ont été développées à l'initiative des ophtalmologistes. Ces indications font l'objet d'un consensus. Donc, la choriorétinopathie séreuse centrale, les hémangiomes choroïdiens et les vasculopathies polypoïdales choroïdiennes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.